tous les députés arrivent, se mettent devant TikTok et tout d'un coup font leur TikTok depuis leur place. Le droit nous embête, les juges nous emmerdent, on va faire péter le système. Si je ne le fais pas, à côté, les autres partis politiques vont le faire et je vais me faire écraser. À chaque fois, vous avez le même jeu. Quand votre opposant est pris dans les affaires, vous l'attaquez. Mais qui a mis ça dans la Constitution, couillon ? Et tu es en train de dire que je suis un mauvais élève? En tout cas, l'eau, 10 sur 10. Action! Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente une figure incontournable du débat public, Benjamin Morel. Benjamin est maître de conférences en droit public à l'université, docteur en sciences politiques. Il s'est rapidement imposé comme l'un des constitutionnalistes les plus percutants du moment. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains colocataires. Benjamin veut réconcilier les citoyens avec leurs institutions et faire vivre le débat politique. Et ben c'est ce qu'on va faire tout de suite dans la coloc. On accueille Benjamin. ouais, non, mais je peux te servir un café comme ça avant qu'on commence. Moi, quand j'ai préparé l'émission, j'ai du coup regardé les interviews que tu avais déjà données, notamment celle à Quotidien, et il y a... Tu veux un grand ou un petit? Un petit. Un petit, allez. Et il y a Yann Barthès qui a dit que tu étais l'étoile montante. J'aime ça. La première, la première, celle où je m'étais pris un mur là. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Premier quotidien que je me fais, je me prends l'armoire dans la gueule. J'ai des sourcils à la Brejnev, elle est horrible celle-là. Et d'accord, elle n'a pas disparu alors. Non, bah alors mes menaces à la production n'ont pas porté leurs fruits. Alors on n'a pas retrouvé l'extrait, c'est Alexis qui nous l'a dit justement, qui avait vu l'extrait justement en live, etc. Mais on l'a pas retrouvé sur les réseaux. C'est vrai. Donc peut-être que les menaces à la prod ont fonctionné. Ça peut marcher, ouais. Mais du coup, étoile montante, je reprends les termes. Est-ce que tu t'attendais, toi, quand tu as fait ces premiers plateaux télé, est-ce que tu t'attendais finalement à avoir un tel impact médiatique sur tes sujets En fait, je fais des plateaux de télévision depuis un certain temps. Mes premiers plateaux de télévision, c'était en 2017, juste après l'élection de Macron. J'ai fait ma thèse sur le Sénat. Et donc, comme j'ai fait ma thèse sur le Sénat, traditionnellement, quand il y a quelqu'un qui a le prix de thèse du Sénat, ce qui a été mon cas, on est invité sur Public Sénat. Ça s'est plutôt bien passé. Je leur ai fait tomber un micro, mais malgré tout, ils ont voulu me réinviter. En fait, les chaînes fonctionnent un petit peu dans un microcosme. Donc, quand tu es invité par l'une, en règle générale, ça ne se passe pas trop mal, donc tu es invité par l'autre. Et comme ça, j'ai fait des chaînes d'information depuis déjà un certain temps. Ça a quand même beaucoup explosé au moment de la dissolution, mais il y avait déjà eu des périodes de forte médiatisation, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Parce que comme spécialiste du Sénat, il y avait eu juste avant l'affaire Benalla et les commentaires de la commission d'enquête, j'avais été beaucoup sollicité. Donc voilà, c'est pas tout à fait les premières, et c'est arrivé de manière progressive, tant et si bien que je ne me suis jamais trop posé la question de, qu'est-ce que ça impliquait du point de vue de la visibilité, du statut. Ça arrivait de manière progressive et assez naturelle. Tu es constitutionnaliste. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, je pourrais le faire, mais tu le feras beaucoup mieux que moi, aux personnes qui peuvent ne pas forcément savoir ce que signifie être constitutionnaliste? Alors, constitutionnaliste, c'est être un juriste spécialiste du droit constitutionnel. Alors, il y a plusieurs aspects dans le constitutionnalisme. Il y a la jurisprudence du Conseil constitutionnel, évidemment, mais il y a d'autres pans. Il y a ce qu'on appelle le droit constitutionnel comparé, donc comparer les régimes politiques, voir comment fonctionnent les différents régimes au niveau occidental ou au-delà. Il y a également la spécialisation sur le fonctionnement interne des institutions. Je suis plutôt un institutionnaliste. À l'origine, je viens de la science politique. Ma thèse est en sciences politiques. J'ai travaillé sur les assemblées parlementaires, particulièrement à l'origine sur le Sénat. Et dans ce cadre-là, ensuite, je me suis intéressé par définition également au cadre constitutionnel dans le cadre de ma thèse, ce qui m'a conduit à beaucoup plus épouser la carrière en droit public. Bon, je ne fais pas de la pub pour Quotidien, mais tu es réintervenu pour dire que l'état de droit, c'était notre dernier levier face à la barbarie. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer ça, nous dire, et comme ça après ça va permettre d'arriver un petit peu sur tous les sujets politiques, mais cette phrase qui est du coup une phrase choc en fait de notre système actuel?
Alors c'est une phrase choc et c'est une phrase qu'il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire qu'il y a une forme de double instrumentalisation de l'état de droit. D'un côté, tu as Donald Trump qui dit « l'état de droit, on en fait table rase ». C'est quoi le respect de l'état de droit? L'état de droit, c'est d'abord et avant tout le respect de la chose jugée. En d'autres termes, il y a une décision de justice, elle ne nous plaît pas. Très bien, elle ne nous plaît pas, mais on l'applique quand même. Il y a une décision de justice, on peut la contester. Et je dirais que l'autre position, en miroir de celle de Donald Trump, qui est très problématique, c'est de dire une décision de justice est au-dessus de toute critique. Non. En fait, une décision de justice, ça peut être critiqué. Quand on fait faire des commentaires d'arrêt à nos étudiants, eh bien, on leur demande d'évaluer un contrôle de proportionnalité. Et ce contrôle de proportionnalité, il peut être discuté, discutable. Parfois, il y a des décisions de justice qui sont honteuses, problématiques. Pense à Outreau, pense à d'autres décisions. Quand on a critiqué la décision de la Cour suprême américaine concernant la fragilisation du droit à l'IVG, la critique, elle est fondée, elle peut s'entendre. En revanche, on respecte la décision. Et donc aujourd'hui, on a une forme de gloubi-boulga sur cette question de l'état de droit. Il y a une instrumentalisation de ceux qui vont dire on ne critique jamais le juge, alors que le système judiciaire lui-même est pensé pour amortir justement tout un tas de problèmes, d'où les appels, d'où les cassations. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent il faut faire tabula rasa du système judiciaire. Il n'y a aucun pouvoir en démocratie qui est au-dessus de toute critique. En revanche, il faut croire dans l'autorégulation de ce pouvoir, il faut croire à son indépendance, et potentiellement, quand on n'aime pas la loi, quand on n'aime pas ce qu'on a fait le juge, eh bien la changer. Cette position un petit peu intermédiaire, elle est nécessaire parce qu'en effet, si demain, l'État ne respecte pas son propre droit, et c'est ça fondamentalement la définition de l'État de droit, c'est quand l'État accepte de respecter son propre droit, qu'il ne se met pas au-dessus de ce propre droit, qu'on respecte, encore une fois, les décisions de justice. Si l'État ne respecte pas son propre droit, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'arbitraire, c'est la porte ouverte à la violation des droits, et en effet, c'est la porte ouverte à une régulation de la société qui ne passerait pas par le droit, donc à une forme de barbarie. Mais c'est ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. Donald Trump, il contredit tout ce qui se passe en décision de justice, il fait même plus attention à ce que dit la justice. Est-ce que cet exemple-là qu'il prend pour une puissance comme sont les États-Unis... Désolé. Petit problème de son que je vais rechecker. Ouais, j'étais parti sur une super question. Mais oui. Dommage. C'est mon son qui crame. Ouais. Ça dit du mal de Donald Trump, alors du coup, c'est un sabotage. La CIA est ici. Donc c'est ce qui se passe avec Donald Trump, qui fait plus attention avec les décisions de justice. Est-ce qu'avec l'exemple qu'il met aux États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas avoir une sorte d'impact mondial où les gens qui suivent un petit peu ces idées se disent la justice, on s'en fout, on fait comme on veut. C'est pas un danger, ça? C'est le vrai risque en réalité. Le droit, c'est quoi? Le droit, en fait, c'est fiduciaire. Le droit, ça ne s'impose à nous que parce qu'on y croit. C'est quoi la différence entre le code pénal et les aventures de oui-oui? C'est que le code pénal, on croit que c'est de la norme. En d'autres termes, s'il y a écrit « tu ne tueras pas ton voisin », je pense que je suis contraint de respecter cette disposition parce que, eh bien, c'est réputé être de la norme. C'est quoi la définition d'une révolution en termes juridiques? La définition d'une révolution en termes juridiques, c'est quand je cesse de croire que la Constitution est une Constitution. Quand on prend ce qui s'est passé en 1870, la Constitution du Second Empire continue à exister. Il y a encore des assemblées qui siègent, mais pour la plupart des gens, le gouvernement légitime, c'est les républicains qui viennent de dire « c'est nous le gouvernement à l'hôtel de ville ». Voilà une révolution. Tout d'un coup, le droit n'est plus le droit, la Constitution n'est plus la Constitution, les institutions ne sont plus les institutions. Et donc, il faut faire extrêmement attention, parce que le droit ne s'impose pas par lui-même, il s'impose parce que, collectivement, nous y croyons. Si jamais vous avez un pouvoir politique qui arrive et qui dit « moi, les décisions de justice, ce que dit le droit, je m'en fiche. Il y a écrit dans la Constitution que je ne peux pas me présenter une troisième fois, Donald Trump, eh ben, je le fais quand même. » Et là, on teste les institutions. Donc, il y a toujours possibilité de détourner, de contourner le droit. Si demain, vous avez un leader populiste en France qui arrive et qui dit « Regardez, les juges nous empêchent de gouverner, nous empêchent de réguler en matière d'immigration, de sécurité », qu'il est soutenu par une grande partie de la population, que fait le Conseil constitutionnel? Est-ce que vraiment le Conseil constitutionnel peut dire « Eh bien, moi, j'arrête ça ». Ça implique une vraie légitimité, ça implique un vrai pouvoir, ça implique de pouvoir se targuer du droit. Si jamais on ne croit plus dans le droit, eh bien, ça devient une muraille en papier. Nous, les juristes, on est les gardiens de murailles en papier. Ces murailles en papier, elles n'arrêtent pas les tanks, elles n'arrêtent pas les panzers, elles n'arrêtent les politiques et elles n'arrêtent les justiciables que dès lors qu'ils croient que la norme est de la norme. C'est ce qui se passe avec Marine Le Pen, là, du coup.
dans la décision des juges, qui du coup va contredire sur les plateaux télé, et même avec ces militants qui disent c'est pas aux juges de décider qui peut se présenter pour une élection, surtout quand elle représente autant de Français. Mais en même temps, c'est les politiques qui ont introduit ça dans la loi. Et là, vous avez une forme de, je dirais, de schizophrénie du politique. Pour les politiques, il est très bon de laver plus blanc que blanc. Et là, on retrouve un petit peu, si on parle de la moralisation de la vie politique, c'est intéressant parce qu'en fait, à chaque affaire politique, vous avez une armée de politiques s'opposant à celui qui est pris dans l'affaire, qui arrive en disant « Vous voyez bien, nous sommes plus blancs que blancs, qui verrait le général de Gaulle mis en examen ?» Phrase de François Fillon. Et ensuite, cette volonté de mettre en avant la morale se retourne contre le politique lui-même. Est-ce que du coup, on peut dire que les politiques ne sont pas un petit peu hypocrites ? Parce que c'est l'effet qui leur sort quand on fait partie du grand public, qu'on regarde ça, on se dit, il y a 10 ans, Marine Le Pen fait la morale et prône l'inéligibilité politique. Aujourd'hui, elle fait ça et elle dit que c'est le tribunal des juges. C'est même pas schizophrène. Moi, personnellement, je qualifie plus ça d'hypocrisie un petit peu du politique. Est-ce qu'on a ce sentiment dans toutes les classes ou pas ? Il y a une forme d'hypocrisie, certes, et en même temps, il faut comprendre la position qui est celle du RN, du MoDem, d'autres partis politiques par rapport aux instants parlementaires européens, et naguère des autres partis. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Dans les années 70-80, comment est-ce que je finance mon parti politique ? Il n'y a pas de financement public à l'époque. Donc théoriquement, j'ai deux grandes sources, les cotisations des militants, qui ont la gentillesse de me donner de l'argent, et des dons de personnes morales, d'entreprises, etc., qui font surtout pas ça par intérêt, qui font ça par l'amour du pays, de la politique. Tout ça est extrêmement hypocrite. La réalité, c'est que si je suis financé par les entreprises, c'est parce que je vais faire des rétrocommissions, c'est parce que je vais balancer des marchés publics et je vais mettre des emplois fictifs dans les collectivités territoriales. Si je ne le fais pas, je suis mort. Si je ne le fais pas, à côté, les autres partis politiques vont le faire et je vais me faire écraser. Donc que ce soit au PC, au PS, au RPR, à l'UDF à l'époque, on est contraint de faire ça. Et donc comme on est contraint de le faire, eh bien forcément on a une vie politique qui est vérolée. C'est la belle période de Charles Pasqua, etc. Le problème, c'est qu'à partir de la fin des années 80, les juges commencent à s'intéresser à ça, affaire Urbain, etc. Et donc là, branle-bas de combat, on va faire deux choses. On va mettre en place des lois pour éviter ce type de choses, interdiction de financement par les personnes morales, etc. Et de l'autre côté, on va mettre en place un financement public de la vie politique, parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas être corrompu, mais encore faut-il avoir les moyens de faire tenir un parti politique sans financement public. C'est hypocrite et ça ne peut pas fonctionner. Pour d'autres formations politiques, mal représentées au Parlement, parce que hors système d'alliance, c'est le cas du FN à l'époque, puis du RN et du MoDem, il n'y a pas ces financements. En tout cas, il y en a, mais une toute petite partie. La première partie, celle liée au nombre de voix que vous faites au premier tour d'une législative, qui plus est avec des scores qui sont assez minables à l'époque, parce que leurs électeurs se démobilisent ou votent utile. Et donc, on a des partis qui ont du mal à s'aligner sur les grandes formations politiques qui peuvent compter sur les recettes mises à la fin des années 80 et au début des années 90. Comment est-ce qu'ils s'en sortent ? Ils trouvent des voies détournées. Et ces voies détournées, ça va être de détourner l'argent du Parlement européen dans une situation où ils ont en revanche de belles délégations au Parlement européen. C'est pas bien, c'est pas légal, c'est pas moral, mais on est dans de la bidouille politique. Donc pour être politique, il faut être corrompu ? Il ne faut pas être corrompu forcément, mais quand vous avez un système qui est défaillant, nécessairement vos partis politiques vont trouver des voies, vont tenter de construire des méthodes qui sont des méthodes qui leur permettent de s'aligner. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'a fait le RN ou ce qu'a fait le MoDem, c'était bien. Évidemment, transgression de la loi, et là, je dirais, alors, présomption d'innocence, donc pas condamné définitivement, mais quand même, il y a d'extrêmement fortes présomptions. N'empêche que c'est aussi révélateur d'un système. Si vous n'avez pas un système de financement clair de la vie politique, ça ne marche pas. Mais quand vous avez un système défaillant, nécessairement, ensuite, vous produisez des contournements, parce que si leur parti ne le fait pas, un parti risque de mourir ou de perdre les élections. Or, l'objectif d'un parti, c'est de gagner les élections pour faire prévaloir ses idées. Pour revenir sur le droit, il y a eu la déclaration de Laurent Wauquiez il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça, concrètement, c'est possible ? Alors, concrètement, juridiquement, ça peut éventuellement s'envisager. Concrètement, non. Alors, je ne suis pas spécialiste de droit des étrangers, donc voilà, je suis constitutionnaliste, mais faire passer des avions d'OQTF
par le Canada pour rejoindre ensuite Saint-Pierre-et-Miquelon, on est dans du symbole. Mais ce symbole, il faut arriver à le comprendre, c'est-à-dire que quel est son but politique? Le but politique, c'est un peu celui qu'on évoquait, c'est-à-dire c'est de dire le droit nous embête, les juges nous emmerdent, on va faire péter le système et espérer que cette vision-là ait une forme de popularité. Parce que derrière, il y a l'idée, regardez, en matière d'immigration, on a tout essayé, et comme on a tout essayé, vous voyez bien que aujourd'hui, le problème, c'est le droit. C'est intéressant, la question de l'immigration. On a 30 lois relatives à l'immigration depuis la fin des années 80. En moyenne, une loi toutes les 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'immigration, d'abord, je n'ai pas un problème de loi, de cadre juridique. J'ai un problème d'application de la loi. En d'autres termes, le problème, ce n'est pas qu'on n'ait pas des lois assez dures, le problème, c'est que les lois sont mal appliquées. Le problème d'une OQTF, ce n'est pas qu'il ait été plus condamné, d'ailleurs, il n'est même pas vraiment condamné, ce n'est pas une condamnation, l'OQTF. C'est que, derrière, je n'arrive pas à le faire exécuter. Et donc, lorsque j'ai un problème dans l'opinion, parce que l'opinion, à tort ou à raison, pense que l'immigration, il y en a trop, la tendance du politique, c'est de dire, écoutez, puisque c'est comme ça, on va faire une nouvelle loi pour arriver à satisfaire l'opinion, pour dire, regardez, moi je suis un ministre de l'Intérieur qui agit vraiment, je vous propose une nouvelle loi sur l'immigration, et promis juré, cette nouvelle loi sur l'immigration, elle va tout régler. Le problème, c'est que, non, parce que le problème, c'est pas la loi, c'est un problème d'application de la loi. Pendant un temps, dit, oui, chouette, voilà quelqu'un qui prend à bras-le-corps le problème, etc. Sauf que quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau ministre de l'Intérieur, voire le même, va dire, vous savez, on a toujours un problème avec l'immigration, mais je vais faire une nouvelle loi. En faisant ça, j'épuise l'opinion. Je donne le sentiment qu'au fond, tout ça, et c'est pas faux, n'est qu'une forme de théâtre d'ombre, que tout ça n'a pas vraiment de capacité à agir sur le réel. Donc on envoie une loi au Conseil constitutionnel, dont on sait très clairement que le Conseil va la censurer, et ensuite on dit, mais vraiment, on voulait le bien des Français, le Conseil nous a censuré, vraiment, les juges sont immondes. Là, il y a une forme d'irresponsabilité politique profonde. Et du coup, sur la plupart des politiques qui proposent des réformes, dans leur programme par exemple, dans ce qu'ils vont vendre aux Français avant de se présenter pour les législatives, pour les présidentielles, du coup, ça tombe un peu à l'eau. En fait, on peut dire que tout ce qu'ils proposent dans les programmes, quand ils disent on va réformer quelque chose, au final, c'est du vent. Les programmes sont en grande partie pensés aujourd'hui dans des cadres, en effet, qui ne sont pas constitutionnels et conventionnels. Mais, alors, sur certains sujets, sur les sujets économiques et sociaux, souvent, sur les sujets également sécurité, immigration. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer potentiellement ces normes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas modifier la Constitution pour ouvrir des voies sur tel ou tel sujet. Mais souvent, c'est juste ignoré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que de toute façon, on se passera du juge, ou bien ça ne sera pas applicable, et on dira, regardez, le juge est méchant. On voulait, mais on n'a pas fait. Ça peut, à court terme, être politiquement très payant. Mais à long terme, tu comprends bien que ça crée une forme d'ambiance délétère. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment que la démocratie est confisquée, il y a le sentiment que le juge nous empêche, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à une forme de trumpisme, avec ensuite un politique qui finira par dire, écoutez, le problème essentiellement étant le juge, on va se passer du juge, on va balayer le juge, et on va considérer qu'à présent, on fait sans. Et donc là, il y a un jeu qui est un jeu assez délétère du politique, d'autant que, de front, la manie de tout constitutionnaliser n'est pas terminée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, président de la République, je suis pour l'environnement. C'est compliqué, ça coûte cher, etc. En revanche, je mets ça dans la Constitution et j'arrive en disant, moi j'ai inscrit l'environnement à l'article 1er. C'est génial, sauf que derrière, qu'est-ce que ça va produire? Je n'en sais rien. Et derrière, si la jurisprudence avait été défavorable au droit à l'environnement, j'aurais dit, mais quel est ce juge infâme qui a décidé de prendre cette jurisprudence? Mais qui a mis ça dans la Constitution, couillon? C'est-à-dire qu'il y a chez les politiques un amour immodéré de l'introduction de dispositions qui souvent ne servent pas à grand-chose ou sont purement incantatoires
dans les textes constitutionnels ou conventionnels, dans les traités, parce que ça fait bien et que ça coûte rien. Est-ce que du coup aujourd'hui c'est la politique un peu choc, la politique qu'on voit sur les réseaux, Jordan Bardella le fait, Gabriel Attal, Manon Aubry, où ils vont dire des phrases choc, des phrases qui marquent, quitte à ce que ce ne soit pas du tout réalisable, à dire que ce sera dans leur programme. Est-ce qu'aujourd'hui c'est cette politique qui va primer sur les résultats par exemple des législatives ou des présidentielles en 2027 ? Aujourd'hui, si j'arrive et que je te fais mon programme en 150 points, c'est pas audible, c'est pas visible. Dans les médias, je ne vais pas exister. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une phrase choc. Cette phrase choc va me permettre, d'exister sur les réseaux sociaux, d'exister ensuite sur les chaînes d'infos, et gloire des gloires, on va faire des plateaux avec moi, voire des plateaux sur moi. Et là, tout d'un coup, j'existe. Celle qui, à mon avis, est la plus grande génie du point de vue de la communication de politique ces dernières années, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle pèse 10% au sein de son parti, à la louche à peu près. Quand on regarde un peu les résultats des précédentes élections internes et de celles qui viennent d'arriver, 10-15%. Pourtant, pour la plupart des Français, si on leur demande de citer quelqu'un Europe Écologie Les Verts, ils vont citer Sandrine Rousseau. Parce que Sandrine Rousseau arrive, en disant des choses qui peuvent être disruptives, choquantes pour certains, à surexister et à être surmédiatisé. Et une fois que tu existes médiatiquement, tu existes politiquement. Et là, on a un tropisme aujourd'hui, réseaux sociaux, chaînes d'infos, qui fondamentalement conduit à survaloriser ça par rapport à un travail de fond. Et on le voit également dans les débats parlementaires. Moi, à l'origine, je suis spécialiste du Parlement. Dans les débats parlementaires, naguère, tu avais la parole de l'orateur, le compte-rendu, grande révolution quand est apparue la caméra. Maintenant, tu as une singularisation du débat parlementaire, c'est-à-dire que tous les députés arrivent, se mettent devant TikTok et tout d'un coup font leur TikTok depuis leur place. Et donc, il y a beaucoup moins de paroles institutionnelles, beaucoup plus de paroles individuelles. On crie aujourd'hui en disant « le Parlement, c'est un affreux bordel, etc. Regardez ce qui se passe, c'est vraiment le chaos ». Enfin, quand tu connais le Parlement du 19e siècle, quand tu connais le Parlement du début de la Ve République, c'est tout autant le bordel, voire même pire. Mais il y a cette impression de cour de récré, mais il y a aussi le fait de se dire que tu parles de la culture du buzz. Est-ce qu'aujourd'hui un politique est vraiment là pour être le représentant d'une certaine voix des Français, ou est-ce qu'il est là juste pour avoir sa place de député, sa place dans le pouvoir, et c'est terminé? Alors, là aussi, je dis ça parce que je ne fais pas de politique et que je n'ai pas envie d'en faire. Pourquoi d'ailleurs je n'aimerais pas en faire? Et pourquoi quand on prend des enquêtes en sciences politiques sur qui veut faire de la politique et qu'on voit qu'il y a une vraie crise des vocations à tous les niveaux, parce qu'il faut quand même vraiment le vouloir pour faire de la politique. Ce que je vais dire n'est pas populaire, mais tu ne gagnes pas si bien ta vie. En tout cas, en sortant d'une grande école, etc., tu gagnes beaucoup mieux ta vie dans le privé qu'en devenant député. Et il y a un type qui peut appuyer sur le bouton dissolution quand il veut, et tout d'un coup, tu vas avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi derrière si tu étais dans le privé. On a pas mal d'anciens députés qui sont actuellement au RSA. Donc c'est un vrai risque professionnel. Il n'y a plus le coussin du cumul des mandats pour rebondir dans les collectivités territoriales. C'est difficile. Tu es sous le regard de la presse, des médias, on a dit les organismes relatifs à la transparence, la HATVP, etc., qui fait que si jamais tu as fait 2-3 trucs de travers, probablement tu ne passeras pas à travers les gouttes, quoi qu'on en pense. Être député, c'est travailler minimum 60 heures par semaine. La vie de famille, tu l'oublies. Tout ça pourquoi? La plupart du temps, pour faire passer des lois que tu as à peine eu le temps d'examiner, et un exécutif qui va te dire « oui, tu as été élu pour ça, mais j'ai décidé que tu avalerais une couleuvre, donc avale-la, ou bien la prochaine fois, tu ne seras pas investi ». C'est très frustrant, la carrière politique. C'est très frustrant, et c'est un vrai sacerdoce. Il faut peut-être avoir soit un grain de folie pour faire de la politique, soit un sacré sens de l'intérêt général. Pour terminer, tu peux nous faire ta prédiction et comment tu vois les choses pour la présidentielle 2027? Alors là, c'est une question trop complexe pour la mienne, pour moi, parce qu'objectivement, on est dans la purée de pois. C'est très, très imprédictible. Il y a un truc qu'on sait aujourd'hui à peu près, c'est que les 3 blocs que j'évoquais, RN 30-35%, Centre 25-30%,
gauche 30-35%, c'est des blocs à peu près fixes. Ils sont assez peu poreux entre eux, à la marge un peu, mais assez peu. Derrière, il y a des voies de mobilisation au RN avec des ressources dans l'abstention, à l'AFI avec des ressources dans l'abstention, au centre, il y a peu de ressources dans l'abstention. Plus il y a d'abstention, plus le centre est fort, moins il y a d'abstention, plus le centre est faible. Ça, c'est à peu près les données permanentes dont on peut penser qu'elles ne changeront pas. Du côté du Rassemblement national, il y a un questionnement sur le leadership après le procès de Marine Le Pen dont on a parlé. Et donc dans ce cadre-là, l'équation de Bardella n'est pas la même équation que Marine Le Pen. Marine Le Pen a un rapport très fort avec cet électorat populaire qu'elle peut aller chercher dans l'abstention. Est-ce que Bardella peut le mobiliser? Est-ce qu'un autre candidat très populiste pourrait aller le chercher? Est-ce qu'on peut avoir une démobilisation de cet électorat? Ça, c'est les questions auxquelles pour l'instant aucune réponse ne peut vraiment être apportée. Au centre, il y a un électorat qui n'est pas extensible, encore une fois, parce que pas de réserve dans l'abstention, mais il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait Macron en 2017? Ce qui fait Macron en 2017, c'est d'abord Hamon, candidat très polarisé à gauche. Fillon, candidat très polarisé à droite et des affaires. Ensuite, retrait de Bayrou. J'ai un champ d'environ 20% de l'électorat qui s'ouvre. Macron est le seul, il s'engouffre et il peut capitaliser là-dessus. Là, j'ai Attal, j'ai les LR, c'est différent évidemment sur le fond, mais c'est la même base électorale. J'ai Philippe, j'ai potentiellement Glucksmann, qui ne va pas chercher des voix à gauche, qui va surtout en chercher au centre. Lisnard aussi, David Lisnard. David Lisnard. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir une candidature David Lisnard plus une candidature LR? À voir. On peut penser qu'il y aura quand même une forme de filtre. Si jamais il est candidat, ça sera sans doute avec l'étiquette LR. Mais quand bien même, sur 20, 25%, 30% maximum, 4 candidats, c'est trop. 3 candidats, c'est encore trop. Il faut qu'il y en ait maximum 2. De l'autre côté, à gauche, il y a un espace qui est également extrêmement fragmenté et il y a une force extrêmement grande de l'AFI. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle est toujours la même, surmobiliser sa base électorale en faisant des tonnes pendant 4 ans et demi, et les 6 derniers mois, se républicaniser, se normaliser, élargir son électorat et parier sur le vote utile. Ça marchait en 2017, ça marchait en 2022, ça peut marcher, peut-être plus, peut-être moins en 2027. Cette stratégie-là, elle peut conduire à manger une grande partie de la gauche et à propulser une candidature Jean-Luc Mélenchon au second tour, ou au contraire, elle peut en grande partie échouer et offrir la place à une candidature alternative à gauche. Mais là encore, s'il y a 2 candidatures, une dynamique Mélenchon et une dynamique de centre-gauche, d'union des gauches à côté, il y a un vrai risque de neutralisation. Donc tu vois que dans tout ça, on est quand même aujourd'hui dans un grand flou. On voit les blocs, mais c'est des blocs très divisés, c'est des blocs très en conflit en eux-mêmes. Et donc dans ce cadre-là, tirer des prédictions, objectivement, relève plus de l'astrologie que de la science politique. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir rejoint la colloque. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était un très bon moment. Merci à vous. Eh ben, super. Vous pouvez retrouver le livre de Benjamin, Le Nouveau Régime ou l'Impossible parlementarisme. C'est un super livre. Je ne l'ai pas encore lu. Achetez-le. Je vais le lire. Voilà, achetez-le. Voilà, l'éditeur me dit toujours achetez-le. Il faut vraiment l'acheter. Comment ? Je crois que tu es un peu pressé, non, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est caméra là, caméra moi, comme tu veux. Tu me regardes. Mot de la fin, c'est ce qu'on fait en général. Tradition. Si tu as un mot de la fin à dire. S'il y a un mot de la fin à donner, je dirais qu'il faut encore croire en la politique. Parce que, in fine, on n'a pas trouvé d'autre façon de gérer les sociétés que de faire de la politique, que de croire en la politique, que de s'engager dans la politique. Aujourd'hui, si la politique va mal, c'est pas seulement parce que les défis à relever sont extrêmement importants, c'est aussi parce que on s'est beaucoup retiré de la politique. Les partis que l'on aime détester, mais sont des fondements nécessaires en fait de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie moderne sans parti. Or, ces partis aujourd'hui sont délaissés, sont fragiles, sont malades. On cessait de travailler, on cessait de mobiliser. Donc, quelles que soient vos options, à droite, à gauche, au centre, engagez-vous en politique, dans des associations, dans des partis ou en indépendant, en personne qui réfléchit à la politique. Mais la politique, c'est notre bien à tous, c'est un bien précieux et donc il ne faut pas la laisser tomber.